Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous remercions pour votre participation ce soir à ce dernier volet de notre programme de débat d'idées consacré aux luttes contre les inégalités femmes-hommes. Il s'inscrivait en écho au Forum Génération Égalité, co-présidé par la France et le Mexique. Après un premier débat le 8 mars autour des enjeux de lutte des femmes-hommes, avec Madame Cho Yoon-suk, l'ambassadrice pour l'égalité des genres au ministère coréen des Affaires étrangères, et l'historienne Florence Rochefort, un second débat consacré aux inégalités économiques mettait en perspective les situations françaises et coréennes. Ce soir, ce troisième volet, présenté dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, propose d'interroger les formes de violence faites aux femmes en ligne. Ces nouvelles formes de violence traduisent un phénomène mondial lié à l'évolution numérique de nos sociétés. C'est un phénomène qui augmente chaque jour et qui touche particulièrement les femmes. Je tiens à remercier chaleureusement chacune des panélistes ce soir. Chung-Ye Kim, Seung-Gi So, Risette, Alice Guéraud et Claire Giraud, ainsi que Unjo Kim, notre modératrice. Je remercie également pour sa précieuse collaboration toute l'équipe du Korean Women Development Institute, avec laquelle est co-organisée cette soirée, et avec laquelle nous travaillons très étroitement et toujours très efficacement. Je vous propose maintenant de laisser la place au documentaire de Florence Hénault et de Myriam Leroy. Merci beaucoup. Nous venons de le regarder. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder le documentaire et qui voudraient le regarder, le lien du documentaire avec sous-titres coréens et figure sur le site de l'ambassade de France, sur le site du service culturel de l'ambassade de France. Donc vous pouvez aller sur le site pour visionner le documentaire. Et maintenant, je vous propose de commencer notre deuxième partie avec le débat des panélistes. La modératrice du panel est Madame Kim Eun-ju, qui est directrice du Center for Korea Women and Politics, qui a longtemps travaillé dans les études des femmes et qui vient de terminer son projet d'études sur les violences en ligne. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je suis Kim Eun-ju et je vais modérer le débat des panélistes aujourd'hui. Hier, le 25 novembre, était la journée de la lutte contre les violences sur les femmes. Et jusqu'au 10 décembre, nous allons avoir la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Et le débat aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette campagne. Le débat d'aujourd'hui a été organisé conjointement par le KWDI et le service culturel de l'ambassade de France. Tout d'abord, je tiens à remercier les deux organisations d'avoir préparé cet événement. Pour la première partie de notre débat, nous avons visionné ensemble le documentaire de Florence Hénault et Myriam Leroy. Et nous avons donc regardé ce documentaire ensemble et nous avons pu voir quelles sont les violences qui sont exercées en ligne, quelle est la gravité de la situation. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pourrons répondre à ces violences faites aux femmes. Ce débat est transmis sur YouTube. Tout d'abord, je tiens à vous présenter nos intervenants du panel. Nous allons accueillir en virtuel tout d'abord Claire Guiraud, ex-secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes,
Oui, voilà, on l'a sur l'écran. Ensuite, Alice Guéraud, consultant sur l'égalité hommes-femmes, chargée de plaidoyer et rapporteur pour la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ensuite, côté coréen, nous avons Kim Jong-hee, chercheuse associée au KWDI, et Seo Seung-hee, directrice du Korea Cyber Sexual Violence Response Center. Et dans le public, nous avons également la représentante de Reset, qui est une association activiste concernant la lutte contre les violences sexuelles en ligne. Et toutes les activistes qui travaillent dans l'association Reset sont tous anonymes, dont vous n'avez pas son visage sur l'écran, mais vous pourrez entendre sa voix. Nous avons les activistes Reset et nous avons également les responsables du service culturel de l'ambassade de France qui sont ici avec nous dans la salle. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, quelques informations concernant le déroulement du débat. Tout d'abord, je ferai un résumé sur le documentaire. Donc, pour ceux qui ont regardé avec nous, ce sera un moment de rappel de ce que nous avons vu. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je pense que ce sera un peu un preview du documentaire. Et ensuite, nous allons entendre un petit commentaire des panélistes concernant le documentaire. Et nous allons ensuite enchaîner avec le débat. J'ai préparé une petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous le lancer sur l'écran? Oui, merci. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent en ligne, vous pouvez laisser vos questions sur le chat. Et lorsque vous laissez les questions, lorsque vous écrivez les questions, veuillez laisser donc le nom de votre interlocuteur. Voilà, je ferai maintenant un bref résumé du documentaire. Et dans le documentaire, on voit les femmes qui sont les victimes de ces cyberharcèlements et la gravité de la violence basée sur le genre. Voici les personnes qu'on a vues dans le documentaire. Et dans l'encadré blanc, vous avez les deux réalisatrices de ce documentaire. Voici quelques chiffres qui ont été montrés dans le documentaire. 73% des femmes dans le monde ont déjà connu le cyberharcèlement. Et par rapport aux hommes, les femmes risquent de se faire harceler plus de 27 fois et 41% des victimes s'inquiètent de leur état et 24% de la sécurité de leur famille. 55% connaissent le stress et l'angoisse. 76% ont modifié leur mode d'utilisation d'Internet et 32% ont même interrompu d'utiliser Internet. Voici quelques propos, quelques opinions qui ont été montrées dans le documentaire. Ce sont des propos des victimes, des experts. Les agresseurs sont des personnes qui veulent contrôler les femmes, surtout les femmes qui ont du pouvoir, qui veulent élever leur propre voix. Et ces agresseurs même s'ils sont anonymes, ce ne sont pas des psychotiques, ce ne sont pas des monstres, ce sont Monsieur Tout-le-Monde, c'est un bon voisin. Ils peuvent être aussi des pères de famille ou pères des filles. Le cyberharcèlement n'a pas été créé par les réseaux sociaux, mais a été accéléré en ligne concernant donc la discrimination faite aux femmes et concernant la misogynie. Donc, ce n'est pas des
le cyberharceleur n'est pas des anomalies du système, mais ils sont le système, ils sont la violence structurelle. Malgré cette situation, la police, la justice, les législateurs ne s'intéressent pas à la cybercriminalité et ne comprennent pas la cybercriminalité, ce qui aggrave la situation. Et pour répondre à cette cyberviolence, la liberté d'expression est utilisée pour justifier le discours de haine et non pas pour protéger les victimes. Pour les plateformes, la haine, le discours de la haine fait partie de leur business model. Ce qui fait que la cyberviolence réduit le débat public et menace la démocratie. Et sur le cyberespace, la présence des femmes, la voix des femmes, l'influence des femmes et le pouvoir des femmes perdent leur terrain. Voilà, j'ai fait un petit résumé du documentaire et je pense que le résumé pourrait être commencé par les commentaires de nos panélistes. En tant que modératrice, je pense que mon premier rôle, c'est justement la gestion du temps. Je vais vous poser des questions et je vous donnerai le temps qui vous a imparti, 5 minutes ou 3 minutes, et je vous demanderai de respecter le temps qui vous sera imparti. Tout d'abord, j'aimerais poser cette question. Alors, votre commentaire, un petit mot sur le documentaire. Tout d'abord, Claire Guiraud, je vous donne 3 minutes. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Merci en tout cas beaucoup pour votre invitation. Ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet et aussi très heureuse de voir la diplomatie féministe de la France à l'action et que les droits des femmes soient pleinement investis par le ministère des Affaires étrangères. Et puis merci beaucoup aux organisatrices et aux interprètes. Je trouvais que le documentaire Sale pute est extrêmement riche et extrêmement intéressante pour bien comprendre le phénomène des violences sexistes et sexuelles en ligne. Donc, vous venez de le rappeler, des femmes qui sont visées parce qu'elles ont une opinion, parce qu'elles prennent la parole dans l'espace public, avec en plus, d'autant plus si elles sont au croisement d'autres facteurs de discrimination, si en fonction par exemple de leurs origines, de leur religion réelle ou supposée ou de leur orientation sexuelle. Ça montre aussi très bien que les agresseurs en fait, portent une vision extrêmement conservatrice de la place que doivent occuper les femmes dans la société. Donc, c'est ce qu'on appelle les mouvements masculinistes, qui sont des mouvements très menaçants, inquiétants, proches des mouvements d'extrême droite, et qui donc veulent évidemment rappeler aux femmes les rappeler à l'ordre, leur rappeler que puisqu'elles prennent la parole, puisqu'elles ont une opinion, elles ne sont pas à leur place, puisque leur place, selon cette vision très traditionnelle, c'est d'être en dehors de la vie publique et d'être dans le privé. Et puisqu'elles osent se rebeller contre cet ordre soi-disant naturel, alors elles méritent des violences sexuelles, elles méritent d'être insultées de pute. Et puis enfin, ça nous montre bien le retard de la société et des politiciens, des politiciennes qui peut-être sont un peu en retard par rapport à cette complexité des technologies, mais aussi probablement sous-estiment la gravité du phénomène, peut-être aussi par un sexisme encore prégnant. Et je trouve que c'est intéressant, les enjeux sont vraiment très bien rappelés sur la nécessité de devoir protéger les femmes, puisque le droit à la sécurité est un droit qui devrait être fondamental, leur permettre évidemment de prendre la parole. Et c'est vrai que ça renvoie aux premières générations des militantes féministes qui devaient se battre pour avoir le droit d'exister dans la vie publique, donc le droit d'aller à l'école, le droit à l'éducation, pour avoir le droit au savoir, et puis ensuite le droit de vote et d'éligibilité. Alors bien sûr, tout ça se passe sur des outils très modernes, mais fondamentalement, on est encore sur ces inégalités, ces dynamiques. Et puis, je trouve que le documentaire ouvre aussi sur les enjeux démocratiques, c'est-à-dire que c'est un enjeu évidemment pour les femmes, mais c'est aussi un enjeu pour la démocratie et l'ensemble de la société, puisque ces plateformes qui instrumentalisent la haine constituent une vraie menace pour le débat public et la démocratie. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui un peu partout dans le monde, la montée des extrémistes, la montée des mouvements masculinistes. Et donc voilà, même si le ton général est un peu démoralisant, malgré tout, c'est un documentaire qui doit
nous mobiliser, nous faire réaliser que tout ça n'est pas une fatalité et nous montrer qu'il y a partout dans le monde. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le courage de la militante de Reset qui est avec nous aujourd'hui, de porter ce combat. Il y a partout dans le monde des militantes, un mouvement féministe qui est très dynamique et des femmes, des hommes politiques qui relaient ça aussi et qui doivent nous donner un petit peu d'espoir. Maintenant, je vais inviter Madame Alice Guéraud pour partager ses impressions sur le documentaire. Je vous donne 3 minutes également. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais profiter d'avoir la parole pour remercier le service culturel de l'ambassade de France en Corée et le Korean Women's Development Institute pour l'organisation de cet événement et puis évidemment pour me donner l'occasion de parler des violences faites aux femmes en ligne. Pour commencer, je voudrais reprendre la conclusion des réalisatrices qui disent « Ce film est là pour ça, pour que ceux qui le regardent ne puissent plus dire qu'ils ne sont pas au courant ». Je crois que c'est extrêmement bien fait et c'est une réussite. C'est un film qui est salutaire, d'abord parce qu'il montre la réalité genrée du cyberharcèlement, mais aussi ses conséquences sur les victimes et le profil des auteurs. On a tendance à penser effectivement que les agresseurs sur les réseaux sociaux seraient un peu des hommes bébêtes qui n'auraient rien d'autre à faire de leur journée que d'insulter des femmes. Et je trouve que c'est extrêmement bien montré. Vous l'avez rappelé en introduction et le documentaire, tout au long des témoignages des différentes victimes, nous le montre précisément. Après, ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'il reste, il me semble, à ne pas se tromper de coupable. Il est sain et légitime d'interroger la responsabilité des géants du web, leur politique de modération et l'élaboration de leurs conditions d'utilisation. Mais je crois que les réseaux sociaux ne sont pas indépendants de leur époque. Et donc, si le documentaire montre très justement dans quelle mesure les conséquences sur les victimes relèvent bien de la vraie vie, les réseaux sociaux sont également la vraie vie. Et ils sont le reflet de notre société. Alors bien sûr, en forme de miroir grossissant, ça tient au relatif anonymat qui a été mentionné dans le documentaire et précédemment, et aussi à l'effet de masse. Mais les femmes qui s'expriment dans le documentaire ont toutes en commun d'être des femmes publiques. Elles sont journalistes, elles sont humoristes, elles sont femmes politiques ou autrices, et elles ont osé prendre la parole. Et les réseaux sociaux leur ont permis de le faire. Les réseaux sociaux leur ont donné de la visibilité. Et je crois que ce qui nous réunit ce soir, les enjeux sont absolument majeurs parce que les réseaux sociaux constituent un formidable espace de parole pour les minorités qui se trouvent régulièrement, que ce soit en ligne ou hors ligne, réduites au silence, poussées en dehors de l'espace public. Et je m'adresse à vous ce soir, en particulier en tant que rapporteur du rapport du Haut Conseil égalité entre les femmes et les hommes sur les violences faites aux femmes en ligne, on y reviendra. Mais dans mes nouvelles fonctions aujourd'hui, à la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a été installée après ce qu'on a appelé le mouvement MeToo Inceste sur les réseaux sociaux en France, suite à la publication de l'ouvrage de Camille Kouchner qui s'appelle La Familia Grande. Des milliers de victimes, par solidarité et par l'urgence de dire, se sont rassemblées sur les réseaux sociaux pour dire les violences qu'elles avaient subies dans leur enfance. Et sans les réseaux sociaux, ces femmes se seraient senties seules. Les réseaux sociaux leur ont permis de se retrouver, de se rassembler par milliers et de dire il faut que ça cesse. Et je crois que tout au long de la soirée et tout au long de nos débats, il faut impérativement qu'on garde en tête ce pouvoir formidable des réseaux sociaux et les enjeux éminemment politiques de la place des femmes démocratiques sur les réseaux sociaux et sur l'espace public que constitue le cyberespace. Oui. Alors, les réseaux sociaux peuvent être les outils de transmission des paroles des personnes marginalisées. J'en suis tout à fait d'accord. Et le cyberharcèlement élimine, efface ces voix dans les espaces publics, ce qui constitue un problème, un enjeu grave. Donc, je vais maintenant tourner vers les panélistes coréennes. Madame Kim Jong-hee, comment vous avez vu le documentaire? Vous avez 3 minutes également. Oui, c'était vraiment très, très intéressant, mais aussi c'était vraiment difficile à regarder.
Et en fait, les influenceurs, les hommes politiques, les femmes politiques étaient toujours les sujets de ce genre de cyberharcèlement, mais il est vrai que ce n'est pas limité à des personnes à des personnes connues. En fait, les gens ordinaires subissent le cyberharcèlement dans la vie quotidienne. Les femmes, les Arabes ou les racisés et les personnes ayant ce genre d'attributs font l'objet de ce cyberharcèlement, et je pense que le documentaire nous a clairement montré cette réalité. En fait, j'ai été impressionnée par cette phrase, c'est que si bout à bout on fait l'ensemble des harcèlements faits dans le monde entier, c'est comme si c'est le même homme qui harcèle la même femme. J'ai été tout à fait d'accord avec ce qui est dit, et en fait, ce sont les hommes qui sont frustrés par leur diminution de masculinité et de leur échec à rappeler à l'ordre les femmes. Et dans ce cas-là, ils se sentent frustrés, et cela se traduit également par la violence des hommes contre les hommes. Et c'est aussi une autre facette de la violence sexuelle. Et aussi, en fait, le cyberharcèlement a été un grand enjeu dans le fait qu'il a réussi à faire taire les voix des femmes dans les espaces publics, ce qui fait que les femmes n'utilisent plus les réseaux sociaux, ou alors elles sont réduites à des communautés fermées, confidentielles, et donc leurs voix sont cloîtrées dans des communautés fermées et ne sont pas aérées ou publiées dans les espaces publics et dans la société. Et donc ce que nous voyons sur l'internet, ce ne sont que les discours haineux. C'est comme si on vivait dans un monde complètement envahi par la haine. Maintenant, je vais inviter Madame So Seung-hee, directrice du Korea Cyber Sexual Violence Response Center. Oui, bonjour, je suis So Seung-hee. Moi aussi, ce film m'a beaucoup impressionnée parce que nous voyons vraiment la réalité à laquelle nous faisons face dans notre centre. Bien sûr, comme c'est un documentaire filmé en France, nous voyons aussi beaucoup de problèmes liés à la race, ce qui est un peu différent de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais dans la base, concernant la violence faite aux femmes, nous avons vraiment des cas qui sont très similaires, qui nous sont très familiers. Et je vois que nous avons le même aspect en ce qui concerne le cyberharcèlement. Et dans le documentaire, nous avons vu l'un des personnages dire que c'est très difficile d'expliquer la violence qu'elle a subie. Et justement, lorsque nous sommes sur le terrain, bien que nous soyons sur le terrain pour aider ces victimes, on a du mal à poser des mots sur la situation. Nous voyons que nous n'avons pas suffisamment de mots, le langage nous manque pour pouvoir décrire la situation. Donc, voilà, je me suis retrouvée dans ce qui a été dit dans le documentaire. Et ce qui m'a encore remarqué aussi, c'est quand on voit une personne dire que c'est comme si c'était le même homme qui harcèle. Et justement, c'est aussi ce que nous ressentons sur le terrain. Le discours basé sur la misogynie, cette violence qui se base sur les genres, on voit que le discours se répète, que le langage se répète, et voilà, et ce qui revient sans cesse, le mot-clé, c'est comme le titre du documentaire, c'est « sale pute ». Et on utilise comme un outil pour agresser de manière efficace les femmes. Et voilà, j'ai retrouvé des points communs entre la situation en Corée et entre le documentaire. En Corée aussi,
La cyberviolence a été au cœur du débat, mais durant ces dernières années, tout le débat se focalisait sur uniquement les images prises par les caméras espions. Donc, on a un discours un peu biaisé et nous ne parlons que de ces caméras espions. Et bien sûr, la législation nous avons fait des progrès en ce qui concerne la législation, mais concernant le cyberharcèlement qui n'utilise pas les caméras espions, nous n'avons pas fait de progrès et la situation stagne. Donc je pense que c'est une occasion pour nous de pouvoir débattre un peu plus sur cet aspect. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer le micro à Reset. 3 minutes. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Chase Hao-hee, directrice de Reset. En fait, Reset a été créé à partir de ce cas de Nth Room. Et donc, elle agit pour lutter contre le cyberharcèlement contre les femmes. En fait, bien sûr, nous avons eu beaucoup de difficultés et en fait, nous constatons toujours des dangers ou des menaces contre les associations ou les groupes qui œuvrent contre le cyberharcèlement. Donc, je vais rester anonyme. Et puis, en fait, Reset essaye de lutter contre plusieurs formes de cyberharcèlement. Et surtout, on a nommé le cyberharcèlement linguistique. Et donc, ce genre de crimes sont condamnés par la loi. Et en fait, toujours, on a un besoin de loi cadre qui jouerait le rôle de base pour pouvoir condamner différents types de cyberharcèlement en ligne, c'est-à-dire violences sexuelles, les diffamations en ligne. Et en fait, on a pensé que on a tous constaté que ces mouvements d'évacuation des femmes sur les agoras des réseaux sociaux, mais en fait, les harceleurs coréens qui font ce genre de crimes contre les femmes traitent les femmes comme des objets, comme on prend des photos des fleurs ou des bâtiments dans les quartiers. Et donc les femmes sont objectivisées. Et comme on l'a vu dans les documentaires, on a des cas de cyberharcèlement contre les femmes populaires ou les femmes politiques, mais en réalité, on a des violences contre les femmes ordinaires dans la vie quotidienne. Par exemple, je prends une photo devant un bâtiment, devant un monument qu'on a visité, et cette photo peut être objet d'une violence que sexiste ou sexuelle par n'importe qui sur les réseaux sociaux. Et il faut aller un peu plus, donc de regarder les identités des harceleurs. Dans le documentaire aussi, on l'a dit qu'ils peuvent être des bons voisins. Et en Corée aussi, après avoir fait l'expérience du cas Nth Room en Corée du Sud, ces harceleurs ne sont pas que des extrêmes droites, mais cela peut être des hommes populaires, vraiment des monsieur tout le monde, des hommes ordinaires. Et je pense que nous avons pu avoir ce genre de consensus autour du documentaire. Merci beaucoup. Nous allons avoir encore la séance de discussion tout à l'heure, donc nous allons pouvoir échanger plus tard. Maintenant, nous allons passer au débat autour des thématiques.
Alors, nous allons tout d'abord écouter la situation actuelle de la violence basée sur le genre en ligne en France et en Corée. Nous allons écouter un petit peu plus en détail. Donc, je vais d'abord inviter Madame Alice Guéraud pour parler de la situation actuelle sur la violence sexiste en ligne. Je vous donne 5 minutes. Parfait. Alors moi, je voudrais commencer par revenir un peu sur l'émergence de la problématique du cyberharcèlement dans l'espace public. Comment on en est arrivé à ce que les pouvoirs publics se saisissent de cette question. C'est d'abord par le prisme de l'école que les pouvoirs publics français ont commencé à se préoccuper de la question du cyberharcèlement. En fait, c'est à peu près en 2013, on commence à penser le cyberharcèlement comme le continuum du harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'on réalise à ce moment-là que les outils numériques et les réseaux sociaux, Facebook à l'époque, c'était le seul réseau social qui existait, enfin qui était utilisé par les jeunes, étaient un outil supplémentaire aux mains des agresseurs pour perpétuer le harcèlement à l'école en dehors de la classe. Tout est parti de l'affaire Marion Fraisse en 2013. Marion, c'est une jeune femme, enfin une jeune fille d'ailleurs, de 13 ans, qui a été insultée et menacée par les élèves de sa classe dans l'enceinte de son collège, mais également via son téléphone et sa page Facebook. Et suite à ces faits de harcèlement, la jeune fille a mis fin à ses jours. Ça a donc provoqué beaucoup d'émotions dans la sphère publique et dans la sphère politique notamment. Et donc, à ce moment-là, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place quelques politiques publiques de formation des enseignants à ces questions-là. Et à ce moment-là, le ministère de l'Éducation nationale dit finalement que la responsabilité de ce qui se passe en dehors de l'école n'est pas seulement celle des parents, mais aussi de l'école, dans le sens où ce qui se passe à l'école continue en dehors de l'école à travers les portables. L'année d'après, en 2014, le cyberharcèlement est reconnu comme un délit à part entière dans la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Alors, ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'on reconnaît le cyberharcèlement comme une violence sexiste et sexuelle. C'est ce qu'on appelle plutôt une fenêtre d'opportunité, puisque dans le projet de loi porté à cette époque par la ministre des Droits des Femmes, il y a un article qui concerne le harcèlement moral. Et sur cet article, il y a une parlementaire française qui a décidé d'ajouter à cet article une circonstance aggravante s'il y avait utilisation des outils numériques. Donc, cette évolution de la loi se fait dans le cadre d'une loi cadre sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais on n'est pas encore à ce moment-là dans l'état actuel des savoirs sur le fait que le cyberharcèlement, comme le viol, comme les agressions sexuelles, est une violence faite aux femmes. C'est à partir de 2015, donc l'année d'après, qu'il y a un certain nombre d'histoires de femmes, de militantes féministes spécifiquement, qui s'expriment publiquement sur ces sujets, sur les droits des femmes, et qui, suite à leur prise de parole, sont harcelées massivement sur les réseaux sociaux via ce qu'on appelle des raids qui ont été mentionnés dans le documentaire. Et de ce fait-là, leur médiatisation s'intensifie. Donc on commence de plus en plus à parler de cyberharcèlement sexiste et sexuel. Face à ça, la mobilisation des associations et des militantes commence à s'organiser. En 2016, il y a le hashtag Women Against Twitter qui donne naissance en France au collectif Féministes contre le cyberharcèlement. Ce collectif, ce sont donc des militantes qui se rassemblent, alors d'abord pour faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics et auprès des plateformes, pour dire les règles de modération telles qu'elles sont pensées par la plateforme Twitter ne suffisent pas à protéger les femmes et les femmes se voient obligées de quitter cette plateforme pour leur sécurité. Ce mouvement continue puisque l'année d'après, en 2017, à l'occasion de la Journée internationale des filles, est lancé le hashtag Women Boycott Twitter, auquel participent un certain nombre de militantes françaises, pour rappeler que rien n'a évolué depuis l'année précédente et que les femmes ne se sentent toujours pas en sécurité sur ces plateformes. C'est donc dans ce contexte que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, où l'on travaillait toutes les deux avec Claire Guiraud,
décide de se saisir de la question des violences faites aux femmes en ligne. Le Haut Conseil à l'égalité, en 2 mots, c'est l'instance indépendante chargée d'évaluer les politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes. En 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est donc un collectif d'une 30aine de membres qui sont des chercheurs spécialisés sur le sujet, des représentants des différents ministères, ministère de l'Intérieur, de la Justice, etc., des associations féministes qui travaillent ensemble à formuler des recommandations au pouvoir public, que ce soit au gouvernement ou aux parlementaires, sur toutes les thématiques en lien avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est soit le Premier ministre ou la ministre chargée des droits des femmes qui peut décider de saisir le Haut Conseil égalité sur un sujet particulier, ou bien c'est le Haut Conseil lui-même qui décide de s'auto-saisir d'un sujet. Ça a été le cas sur les violences faites aux femmes en ligne. On avait eu des remontées d'un certain nombre d'associations, etc., sur le fait que ces phénomènes devenaient de plus en plus importants et qu'il y avait une absence totale de politique publique et de reconnaissance par les pouvoirs publics de cette problématique. En 2 mots, je dirais que la vraie nouveauté de ce rapport, c'est d'inscrire les violences faites aux femmes en ligne dans ce que l'on appelle le continuum des violences faites aux femmes. Le continuum des violences faites aux femmes, c'est de dire qu'en fait, entre la blague sexiste, l'agression sexuelle ou le féminicide, il y a un lien logique, et ce lien logique, c'est la domination des hommes, des femmes, par les hommes. Et donc, ce qu'on dit en 2018, c'est qu'en fait, si les outils numériques ont donné une nouvelle visibilité à ces violences et des moyens supplémentaires aux mains des agresseurs, ils n'ont pas fait apparaître de nouveaux comportements. Si on dissèque un peu les violences faites aux femmes en ligne, on constate d'une part que les femmes en sont les principales victimes, que la majorité des agresseurs sont des hommes, que, je viens de le dire, ces comportements trouvent leur fondement dans la domination masculine, et enfin, que par ces agressions, c'est un seul même objectif qui est visé, celui de contrôler la place des femmes, que ce soit dans le couple, je vais y revenir, comme dans l'espace public qui est le cyberespace. Parce que dans ce rapport, on a traité la question du cyberharcèlement, qui fait l'objet du documentaire Cellput et qui fait aussi l'objet des débats qu'on a ce soir. Je voudrais quand même en profiter pour mentionner les travaux qu'on a menés à ce moment-là sur une autre forme de violence faite aux femmes en ligne, parce qu'il me semble que en matière de violence faite aux femmes, pour être particulièrement efficace, il faut ne jamais oublier ce continuum. Et donc, dans ce rapport, on a également parlé de ce qu'on a appelé le cybercontrôle dans le couple. Le cybercontrôle dans le couple, c'est le fait pour un conjoint violent d'utiliser les services numériques pour contrôler l'activité de sa conjointe ou de son ex-conjointe. Ça peut être de contrôler ses déplacements à travers l'utilisation d'outils de géolocalisation dans les téléphones portables, mais aussi les activités sociales, donc prendre le contrôle des réseaux sociaux de la conjointe ou de l'ex-conjointe, de contrôler ses dépenses en prenant le contrôle et la possession de ses comptes bancaires ou encore de contrôler ses activités administratives directes. Et donc, l'importance de penser ces violences dans un continuum, elle nous est rappelée en France, notamment par l'actualité récente. On sait que le confinement a eu un impact très important sur le développement de ces formes de violence en ligne. Ça a été le cas du cyberharcèlement, mais ça a aussi été le cas d'autres formes de violence. En France, on a constaté par exemple une explosion de ce que l'on a appelé des comptes ficha. Les comptes ficha, c'est à la croisée du revenge porn, donc c'est le fait pour un conjoint ou un ex-conjoint de rendre public sans le consentement de sa partenaire des vidéos ou des photos intimes prises avec son consentement au moment ou sans son consentement d'ailleurs, et du slut shaming. Le slut shaming, c'est le fait d'humilier une femme pour sa sexualité. Et donc ces comptes ficha, ce sont des groupes Facebook, des boucles Telegram qui affichent sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos intimes de jeunes femmes sans leur consentement. Ces jeunes femmes, elles ont 13, 14, 15 ans et elles voient leurs photos publiées sur des boucles Telegram qui réunissaient parfois plus de 240 000 personnes. Donc vous imaginez 240 000 hommes sur une même boucle qui se partagent des photos nues de jeunes femmes de 13, 14, 15 ans. Donc, je crois que, encore une fois, si l'on veut être efficace sur cette problématique, il faut appréhender les outils numériques
dans toutes leurs possibilités et dans tous les impacts qu'ils ont sur les violences faites aux femmes, qu'elles soient dans l'espace public, et ici dans le cyberespace, qu'elles soient dans le couple, etc. Voilà. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Oui, vous avez un peu dépassé le temps, mais je n'ai pas voulu vous couper parce que nous avons beaucoup à partager. Ensuite, en ce qui concerne la Corée, nous avons déjà connu justement ce scandale Innsroom sur Telegram et nous avons vu quelle est l'ampleur du cyberharcèlement en Corée. Et maintenant, nous allons faire un point sur la violence basée sur les genres en Corée. Madame Kim Jong-hee, vous avez 5 minutes. En Corée, même si je ne cite pas les statistiques, je peux vous dire que les violences en ligne sont largement généralisées quand on voit les forums en ligne ou quand on voit les commentaires en ligne. Et la misogynie en ligne, c'est vraiment devenu tellement généralisé que lorsqu'on veut réglementer la violence faite aux femmes en ligne, il faut vraiment entrer dans la vie quotidienne, dans le quotidien. Donc, nous n'avons aucune mesure de recours pour les victimes de cette violence. Et les dégâts sont tellement, s'accumulent tellement que la victime abandonne toute plainte. Et ces jours-ci, même si on veut déposer des plaintes, la police n'accepte pas ce dépôt de plainte. Et on a eu des cas nombreux, par exemple, accuser un joueur des Jeux Olympiques de féministe et l'attaquer. Nous avons beaucoup d'exemples sur des individus et également sur le groupe, sur des groupes. Et le discours de haine en ligne est utilisé pour rendre légitime tout acte sur Internet. Et hors ligne aussi, ce discours a une grande influence. En 2021, beaucoup de personnes se disent que ce n'est même plus raisonnable de comparer le en ligne et le hors ligne, car les gens savent parfaitement que ce qui est dit sur le cyberespace est toujours, tout le monde sait que c'est toujours valable également hors ligne. Et c'est vraiment dans le continuum, ce qui se passe dans le cyberespace se passe également dans la réalité. Et le plus grand problème, c'est aussi le discours de la sphère politique et de la sphère publique, parce que le discours de haine sur le cyberespace est écouté par les hommes politiques et discuté dans leurs débats politiques, non seulement dans les sphères politiques, mais également au niveau du gouvernement central ou au niveau des collectivités territoriales. Et ils pensent que ce discours, c'est comme si c'était un discours qui représente la jeunesse. Et quand ils disent la jeunesse, dans la jeunesse, les femmes n'existent pas, c'est seulement les jeunes hommes. Donc l'État ne comprend pas quel est le problème dans ce discours misogyne. Et au niveau de l'Assemblée nationale, quand ils organisent un débat pour discuter de ce problème, ils laissent plus de place aux personnes qui lancent ce genre de discours de haine contre les femmes. Et ils veulent se protéger plus, ils veulent réduire en silence les femmes. Ce qui fait qu'en Corée, la haine qui se base sur la discrimination devient beaucoup plus généralisée, devient beaucoup plus publique et accélère encore plus la spirale de haine. Et le discours de haine en général sur un individu ou sur un groupe, tout ça est encore plus rendu possible par les sphères politiques.
Oui, merci beaucoup. Hier et aujourd'hui, nous avons constaté un cas vraiment qui soulève la colère. Et donc, un parti politique en Corée a discuté sur la loi relative au cyberharcèlement et il a donné la parole à des harceleurs en guise de la liberté d'expression. Et en fait, nous allons passer aux thématiques suivantes. Même en France qu'en Corée, donc le cyberharcèlement est un grand enjeu et selon les propos des intervenants, nous avons des points communs, mais aussi des points divergents, un petit peu différents. Alors, comment le gouvernement et ou l'Assemblée nationale répondent à ces cyberharcèlements? Nous allons écouter le cas de la France d'abord avec Madame Claire Guiraud. Comment le gouvernement français dispose des mesures ou des politiques contre les cyberharcèlements. Vous avez 5 minutes aussi. Merci. Donc Alice Guiraud a rappelé l'histoire de l'émergence de cette question dans le débat public et puis le cadre qu'avait porté le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport. Donc je vais vous présenter rapidement les recommandations que nous avions formulées dans le rapport du Haut Conseil et puis à partir de là, les avancées qui ont été permises en termes de législation et de politique publique. Donc dans notre rapport, nous appelions d'abord à mieux reconnaître l'existence du phénomène, donc en faisant par exemple davantage d'études sur le sujet, en faisant des campagnes de sensibilisation sur le sujet, mais surtout en améliorant la législation sur le sujet. Alors il faut quand même rappeler que déjà avant 2017, il y avait dans la législation de nombreuses infractions qui étaient déjà définies et qui permettaient de pénaliser la majorité des formes que pouvaient prendre les violences sexistes et sexuelles en ligne. Donc depuis longtemps, dans le droit en France, il y a par exemple l'injure à raison du sexe public est pénalisable, les menaces de mort ou de viol étaient déjà définies et pénalisables, le harcèlement moral ou sexuel était déjà défini et pénalisable. Donc il y avait déjà un certain nombre de provisions qui existaient et qui permettaient de punir les formes que prennent les violences sexistes et sexuelles. Et puis depuis 2016, donc un an avant le rapport, il y avait une loi qui avait permis de mieux reconnaître le revenge porn, donc le fait de diffuser des images à caractère sexuel sans le consentement de la personne. Et donc dans la loi, il était devenu clair que le fait de consentir à enregistrer des images ne voulait pas signifier que l'on consentait à la diffusion de ces images. Malgré tout cet arsenal législatif, on avait quand même identifié qu'il restait quelques lacunes. Et donc, au Conseil, dans le rapport du Haut Conseil, on demandait par exemple à ce que les raids soient mieux condamnés. Donc, les raids, on en a parlé un petit peu et c'est présenté dans le rapport, c'est le fait qu'un grand nombre d'agresseurs envoient des messages à une personne. Mais la difficulté d'un point de vue législatif, c'est qu'il se pouvait que les agresseurs n'envoient qu'un seul message, qui ne permettait pas de caractériser le harcèlement puisqu'il n'y avait pas un caractère répétitif. Et donc ça, c'est une demande qui a été entendue. Et donc depuis août 2018, la loi interdit les raids et permet donc de condamner ces agresseurs, même si chacun n'envoie qu'un seul message violent, dans la mesure où il y avait une concertation entre agresseurs ou que l'agresseur ne pouvait pas ignorer qu'il contribuait à un raid. Donc, c'était un progrès assez important et un débouché direct du rapport. Une autre demande qu'on avait formulée, c'était le fait de renforcer la responsabilité des médias sociaux en fixant un délai de 24 heures pour que les réseaux sociaux réagissent à des plaintes des utilisatrices. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont des mécanismes pour dénoncer ou signaler des contenus violents. Et donc, on voulait que les réseaux sociaux aient 24 heures pour décider de supprimer ce contenu s'il s'avérait relever d'une infraction pénale ou le laisser si ce n'était pas le cas. Alors, ça a fait l'objet d'un grand débat en France. Il y a une parlementaire qui s'est beaucoup saisie de cette question et même une loi a été adoptée fixant ce délai de 24 heures. Mais malheureusement, cette loi et cette disposition en particulier a été ensuite censurée
par le Conseil constitutionnel au motif habituel que cela entravait de manière disproportionnée la liberté d'expression. Et malheureusement, donc, ça n'a pas été possible de le faire. Donc, évidemment, on espère qu'un nouveau débat public pourra être repris sur cette disposition, d'autant plus qu'il faut savoir que, par exemple, en Allemagne, c'est une provision qui existe dans la loi et en effet, les réseaux sociaux ont 24 heures pour réagir à des signalements. Donc, visiblement, l'Allemagne a réussi à concilier liberté d'expression et protection des femmes en particulier contre les violences sexistes et sexuelles. Au-delà des mesures de nature législative qui ont progressé, notamment grâce au rapport du Haut Conseil, il faut aussi noter qu'il y a tout un tas de mesures, notamment de prévention et de formation des professionnels, qui visent à lutter contre toutes les formes que peuvent prendre ces violences sexistes sexuelles en ligne. Et effectivement, comme Alice Guéraud l'a rappelé, c'est très important de rappeler ce continuum. Et donc, dans notre rapport, nous avions évidemment demandé à ce qu'il y ait des mesures renforcées de prévention, de formation des professionnels contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne, contre les violences dans le couple qui prenaient place sur les territoires, on va dire, technologiques, et également contre la pédocriminalité en ligne, qui implique cette fois des violences sexuelles commises pour de vrai sur des mineurs, des enfants, et également le cyberproxénétisme, puisque, par exemple, il y a de nombreux sites de petites annonces qui tirent des bénéfices financiers importants de la publication d'annonces de prostitution. Et donc ça relève du proxénétisme et c'était quelque chose qui n'était pas suffisamment combattu. Et il y a quand même certains progrès qui ont été faits en la matière depuis. Voilà dans les grandes lignes. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez récent par rapport à l'histoire des politiques publiques et puis même des politiques publiques des droits des femmes. Des progrès importants qui ont été réalisés ces dernières années, mais un combat qui reste encore inachevé, puisque dans les faits, le nombre de plaintes et le nombre de condamnations pour des cas de revenge porn, par exemple, reste encore assez faible et pas du tout à la hauteur du phénomène. Donc voilà, des progrès encore importants à faire. Je vous remercie. Oui, concernant le cybercontrôle, on avait mené une recherche et en fait l'enjeu de répétition était aussi un enjeu important pour nous et en fait des postings ou des messages en ligne, c'est vraiment à vie, cela reste à l'éternité, donc la répétitivité n'était pas vraiment judicieux pour condamner ce genre de choses. Alors, Madame Kim Hye-jung, s'il vous plaît. Oui, concernant le cyberharcèlement, concerne aussi la moralité. Et en fait, l'obscénité est condamnée, mais la misogynie ou le cyberharcèlement contre les femmes ne sont pas considérés comme tels. Et la discrimination provoque la haine, et aussi la haine justifie la discrimination. Et donc, cette interaction est aussi importante. Et ce genre de choses n'est pas vraiment reflété en Corée du Sud et nous n'avons pas vraiment des chiffres concrets sur les cyberharcèlements. Et en fait, il faut pour condamner le harceleur, il faut vérifier le motif et il est difficile de l'identifier selon la législation coréenne. Et donc, on a des difficultés pour condamner les harceleurs. Et par exemple, une certaine forme de misogynie a une victime et aussi provoque une certaine diffamation. On peut les condamner à délit de diffamation, etc. Alors, le harceleur est condamné parce qu'il a commis un délit de diffamation, mais il n'est pas condamné par le harcèlement contre les femmes. Et donc,
Donc, il faut toujours un autre motif, un autre délit, par exemple la menace, etc., pour pouvoir condamner les agresseurs contre les femmes. Et donc, il n'y a personne qui prend la responsabilité et donc la violence sexuelle n'est pas vraiment identifiée dans la législation coréenne. Dans les violences sexuelles traditionnelles contre les femmes, la loi est constituée sur les violences faites sur le physique des femmes et également sur le cyberharcèlement. C'est surtout autour les enregistrements et les images. Ce sont surtout des dispositions concernant les images et les photographies. Et les cybercrimes, les cyberharcèlements qui n'ont pas été effectués via les caméras ou les outils de photographie ne sont pas définis comme violences sexistes ou sexuelles en ligne faites aux femmes. Donc, il y a ce genre de lacunes et ce genre de... et pour le cas de cybercontrôle, nous avons toujours des limites dans la législation. Nous avons une disposition, mais elle n'a été entrée en vigueur qu'en octobre l'année dernière et nous avons un petit peu des problèmes aussi concernant la répétition. Nous avons un petit peu une position différente. Lorsqu'on n'a pas une menace répétitive, elle peut être définie comme une menace ordinaire, comme un acte reconnu comme un acte de stalking. Et nous avons aussi plusieurs préoccupations concernant le cybercontrôle. Il provoque des angoisses et des stress auprès des femmes et en fait les législateurs ne comprennent pas la mesure de cette peur. Et en fait, comme c'est réalisé en ligne, ce ne sont pas reconnus comme des menaces réelles. Voilà. Merci beaucoup. La violence basée sur le genre ressentie par les femmes est très grave, mais le gouvernement français et le gouvernement coréen sont plus conscients de ce problème, mais en même temps, leur réponse n'est pas à la hauteur des problèmes. Je pense que c'est le point commun entre nos deux côtés. Et dans cette indifférence des gouvernements, malgré cette indifférence, ces problèmes de cyberharcèlement ont pu être connus grâce donc aux personnes qui travaillent sur le terrain. Et nous allons écouter justement ce qui se passe sur le terrain. Tout d'abord, en Corée, nous allons voir quelles sont les activités qui sont menées pour répondre à cette violence basée sur le genre. Donc, nous allons inviter So Seung-hee, la responsable de Reset. Tout d'abord, Madame So Seung-hee. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan des activités qui sont déployées sur le terrain? Et est-ce que vous pouvez nous présenter quelles sont vos activités? Oui. Notre centre prend en charge l'ensemble de cyberharcèlement et nous travaillons également pour sensibiliser les victimes. Et c'est une association c'est un centre qui a été créé par les jeunes femmes de 20 à 40 ans. Et en ce qui concerne les cas qui ont été traités, c'était justement les images qui ont été filmées par les caméras espions, également aussi la diffusion de ces images. Et je pense que ce qui est important, c'est le cyberharcèlement qui représente 20% de l'ensemble des cas traités.
Et comme l'a dit Kim Jong-hee, si nous incluons également le cybercontrôle, cette part représente plus de 20%. Malgré cette situation, comme on le répète sans cesse, en ce qui concerne le cyberharcèlement en Corée, ce qui a d'abord été la problématique, c'était les images filmées par les caméras espions. Donc, en ce qui concerne le cyberharcèlement qui ne traite pas ce genre de délit, personne ne s'est intéressé jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne donc le centre, ce qui est affligeant, c'est que nous avons du mal à punir les gens qui sont des auteurs du cyberharcèlement. Et la loi sur la punition du cyberharcèlement, de la violence aux femmes, c'est justement la loi sur la télécommunication la loi sur la télécommunication sur la gestion des images à caractère sexuel. Et il est très difficile de protéger donc les droits des victimes, mais l'article 13 de la loi sur les télécommunications, il stipule que si c'est une image qui va causer la honte sexuelle sans le consentement de la partenaire, dans ce cas-là, la personne est soumise à 2 ans d'emprisonnement mais on a du mal à couvrir tous les actes de cyberviolence qui sont commis avec cette loi sur la gestion des images à caractère illicite de la loi sur la télécommunication. Donc, quand une image est diffusée sur, par exemple, un chatroom de Telegram et que des centaines de personnes partagent cette image, dans ce cas-là, on a du mal à punir ces gens parce que cela n'affecte pas la personne, parce que ce sont des gens qui sont réunis sur le chatroom et qui partagent entre eux. Et par exemple, quand dans un chatroom, il y a des femmes qui sont victimes car les hommes lui disent « tu es comme une pute », etc. Et on ne peut pas punir ces gens-là parce que dans la loi, il est écrit que ce sont des insultes qui sont commises, ces insultes doivent être dites pour le désir sexuel. Et dans ce cas-là, si c'est pour juste donner la honte à la personne, dans ce cas-là, la personne n'est pas punie par cette loi. Donc, c'est très difficile de couvrir et nous avons les personnes, les victimes n'ont pas le courage de déposer une plainte à la police et ont du mal même à venir s'adresser à notre centre. Et même si la victime s'arme de courage et veut déposer une plainte, on voit qu'il y a un vide juridique, on voit qu'il n'y a pas de mesures nécessaires et souvent on dit que ce n'est pas un cas grave et on voit que ce genre de situation se répète. Et on l'a vu également dans le documentaire que les législateurs, ce sont surtout des quadragénaires, des quinquagénaires hommes qui n'ont jamais connu ce genre de cyberharcèlement et qui ne comprennent pas et qui ne s'intéressent pas à la situation, ce qui fait que c'est un réel obstacle à l'adoption de la loi. Nous pensons que les 2 piliers de cette loi, c'est justement le pilier industriel et le pilier culturel, parce que la plateforme, elle gagne de l'argent. C'est ça, donc, la structure industrielle. Et il y a aussi cette grille culturelle qui fait que on victimise ces femmes et on les laisse telles quelles, ce qui fait que nous n'arrivons pas à réagir de manière dynamique à cette situation. Et ensuite, dernier point, nous avons besoin de créer une nouvelle citoyenneté dans le cyberespace. Donc, il faut réagir à cette situation et il faut
Donc, former une nouvelle citoyenneté, je pense que c'est le défi à relever pour tout le monde. Oui, merci beaucoup. Alors, en vous écoutant, je me rappelle du cas Ensroom de l'année dernière. Et donc, l'Assemblée nationale l'a traité et les parlementaires hommes avaient eu des propos dont je m'en rappelle. Et les cyberharcèlements et les violences sexistes et sexuelles en ligne étaient vraiment des sujets méconnus par les hommes politiques. Et en fait, ils les considéraient comme des phases tourmentées que les jeunes traversent, et ce qui avait provoqué une grande colère de la part des femmes. Et moi, en fait, moi non plus, je ne fais pas partie de cette génération numérique. Alors, moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux aussi souvent que les jeunes, mais en fait, je pense qu'il faudrait rattraper d'autant plus cet écart pour vraiment être à la place des jeunes. Et aussi, il faut que les femmes, les jeunes femmes, doivent entrer dans l'Assemblée nationale pour pouvoir vraiment créer la loi qui reflète la réalité. Donc, je vais maintenant continuer avec le débat. Madame Claire Guiraud a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Madame Claire Guiraud ou Alice Guéraud, mais que pour les violences scolaires, lorsqu'ils utilisaient les outils numériques, il y a des considérations aggravantes. Et je ne sais pas si c'est le cas en Corée aussi. Est-ce qu'il y a des dispositions similaires? On n'en a pas pour les violences scolaires, mais dans la plupart des cas, lorsque ce sont des cyberharcèlements, je ne sais pas, c'est puni comme des délits. Mais en fait, nous avons des considérations aggravantes lors des diffamations en ligne, mais ce n'est pas pour la violence scolaire. Alors en fait, les jeunes, les adolescents utilisent le plus souvent les réseaux sociaux, et puis nous avons le plus de victimes. Les victimes sont dans la plupart des cas des jeunes femmes adolescentes, donc c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Maintenant, on va inviter Madame la directrice de Reset. Et je voudrais vous demander de partager les activités des militants sur le terrain. Oui, merci. En fait, je voudrais dire une chose concernant la pétition donc auprès de l'Assemblée nationale pour le cas de Ensroom a été initiée par Reset. C'était le premier cas apporté par la pétition nationale auprès de l'Assemblée nationale, mais en fait, c'était des membres du comité judiciaire de l'Assemblée nationale qui ne comprenaient pas du tout ces cyberharcèlements, qui avaient traité ce cas, et ils se sont concentrés sur le côté deepfake, et c'était vraiment des ignorances qui ont été révélées. Et comme vous avez dit, Madame la modératrice, ils ont considéré comme des étapes tourmentées des adolescents. C'est en fait justement le vice-ministre de la Justice qui l'a dit. Et en fait, comme je suis la dernière à prendre la parole, je vais partager les difficultés si j'ai le temps plus tard. Mais maintenant, je vais me focaliser sur les activités menées par Reset. Alors, comment les agressions sont effectuées en ligne en Corée du Sud? Je voudrais vous dire en deux axes, deux domaines. Comme je l'ai dit en partageant mes impressions sur le documentaire, la haine contre les femmes est devenue carrément un sport, un loisir pour les hommes. Il y a un site qui s'appelle DC Inside, et c'est le site le plus fréquenté, donc le 5e site fréquenté après Kakao, Naver, Daum, etc. C'est la communauté, la plus grande communauté communauté des
des cybercitoyens. Et en fait, le site est carrément le berceau des harceleurs et l'origine de tout cyberharcèlement. Je voudrais vous présenter un des cas les plus exemplaires. Nous avons beaucoup de collèges filles, des collèges filles. En fait, nous avons des chat rooms qui regroupent ce genre, qui regroupent les jeunes collégiennes et les élèves de collège. Et donc, si on a l'adresse, n'importe qui peut entrer dans cette salle. Alors, les adresses sont en fuite. Et comme les hommes connaissaient que ce sont surtout les élèves de collège qui étaient regroupés dans cette salle, ils ont diffusé des images de menaces, des images de décapitation, de violences sexuelles dans ce genre dans cette salle de chat, et ils n'ont pas été punis par la justice et ils ont été effacés de la mémoire des gens. Et aussi, nous avons parlé de cette jeune olympienne coréenne qui a été harcelée. Et en fait, la plupart des athlètes femmes ont été l'objet de harcèlement et d'agressions, et surtout des agressions verbales. Et comme c'était dans les espaces publics, les agressions ont été effectuées non seulement contre les athlètes coréennes, mais aussi contre les athlètes étrangères. Et ils ont même partagé et diffusé des informations personnelles de ces jeunes athlètes. Donc, c'est une forme de cybercontrôle. Et donc ce sont des petites histoires personnelles, intimes qui ont été diffusées. Mais le problème, c'est que les harceleurs ne ressentent pas de remords, ils ne prennent même pas conscience de la criminalité de leurs actes. Ils prennent plaisir. En fait, ce sont des activités de leur groupe dans lesquelles ils font partie. Donc, ce sont vraiment des activités entre amis. Et le cyberharcèlement et les outils technologiques et les plateformes sont carrément des outils de cyberharcèlement. Et en fait, les polices font des investigations en cachette contre les télégrammes et donc les investigations sous couverture. Et il y a des salles chat secrètes, et pour y entrer, il faut acheter des images sexuelles, ou il faut commettre entre guillemets des délits. C'est-à-dire qu'il faut commettre des violences, des cyberharcèlements, des violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Et c'est-à-dire qu'il faut faire des violences verbales, commettre des violences verbales en ligne pour plaire à l'acteur principal de cette salle chat. Et en fait, le niveau n'est pas à susciter un désir sexuel, mais vraiment c'est grotesque, à faire peur. Et donc, il ne peut pas être catégorisé dans le désir sexuel. Et donc, ce genre de cyberharcèlement est effectué auprès de toutes femmes de tout niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les femmes y font face? Alors, les agressions se renforcent. Et lorsqu'on faisait une surveillance contre ces actions, il y avait une adresse live d'une youtubeuse qui a été diffusée, donc de cette influenceuse femme. Et donc, les hommes se sont rués sur cette adresse pour laisser des commentaires violents et sexistes.
et humiliant. Et lorsque les médias y portent intérêt, ou alors lorsque la youtubeuse dit quelque chose, que ce soit positif ou négatif, rien qu'avoir attiré l'attention, ils sont contents. Et alors, à la suite de ces commentaires, la youtubeuse a éteint son streaming. Alors, dans ce cas-là, ces harceleurs recherchent des informations personnelles, ce genre de des influenceuses, pour les diffuser, et ainsi on provoque des cybercontrôles, et ce qui propage dans d'autres formes de violence. Oui, merci de vos propos. Je vois, c'est vraiment dur d'écouter même ces propos-là, ce qui se passe sur Internet. Et maintenant, je vais passer le micro à Alice Guéraud. Est-ce que dans vos activités sur le terrain en France, comment ça se passe? Quelles sont les activités qui sont menées? Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans votre travail sur le terrain? Oui, Alors, je crois que je vous donne 5 parce minutes. que... Vous m'entendez, c'est bon? Oui, je vous entends. Donc oui, parce qu'elle se déroule en grande majorité sur Internet, qui est encore trop souvent considérée comme une zone de non-droit. Les violences faites aux femmes en ligne sont banalisées. Elles sont banalisées par les victimes, mais aussi par les forces de l'ordre ou la justice. Et donc, comme souvent en matière de violences sexistes et sexuelles, c'est les militantes féministes et les victimes qui s'organisent entre elles pour s'entraider. On a par exemple un collectif qui s'appelle le collectif Prenons la Une, qui est une association féministe de femmes journalistes qui a été fondée en 2014 et qui œuvre à l'origine pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Suite au cyberharcèlement d'un certain nombre de femmes journalistes, ça a été le cas de Nadia Dam qu'on a vu dans le documentaire, une douzaine de femmes journalistes bénévoles se sont organisées pour prendre en charge les victimes de raids sexistes et pour les orienter dans leur démarche. Elles ont créé une adresse mail à destination des victimes pour les accompagner, notamment dans les captures d'écran nécessaires pour aller porter plainte, dans le paramétrage de leur compte, pour par exemple supprimer certaines mentions, etc. Alors évidemment, pas toutes, parce qu'on sait bien que Twitter, si on n'a plus accès au contenu des autres, eh bien ça ne sert plus à grand-chose. Au signalement à Pharos, par exemple, qui est la plateforme en ligne de lutte contre la cybercriminalité, donc qui fait des enquêtes. C'est des officiers de police qui font des enquêtes en ligne pour retrouver les agresseurs, et qui les accompagnent également dans leur démarche vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, par exemple, auprès de Facebook, Twitter, pour demander aux plateformes de supprimer les contenus haineux ou de bloquer les comptes des utilisateurs malveillants. On a un autre collectif qui s'appelle le collectif Stop Ficha et qui a été créé en mars 2020, donc suite au développement des comptes Ficha dont je vous parlais plus tôt. Et son objectif, c'était à la fois de traquer ces comptes-là, de les dénoncer et de réaliser une veille sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout de soutenir et d'accompagner les victimes dans leur démarche juridique une nouvelle fois, parce que les jeunes femmes qui font face à cette situation sont bien souvent démunies et ne savent pas du tout à qui s'adresser. Quand elles vont au commissariat, les policiers les envoient paître en leur disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et donc, les associations féministes sont obligées de s'organiser entre elles pour assurer l'accompagnement des victimes. Les difficultés, vous avez probablement les mêmes en Corée, c'est ce qu'on appelle souvent le burn-out militant. C'est-à-dire qu'à force de s'investir dans cette cause-là de manière bénévole et militante en parallèle d'un emploi, eh bien, les militantes sont épuisées. Et par exemple, le collectif féministe contre le cyberharcèlement, donc, qui a été créé en 2016, dont je vous parlais tout à l'heure, et dont l'objectif principal était quand même d'accompagner les victimes, a annoncé en juillet 2019 qu'elle allait cesser d'accompagner les victimes. À l'origine de ça, elle pointe notamment un manque de moyens financiers et humains et un manque de considération des pouvoirs publics. Je voudrais vous lire quelques lignes du communiqué de presse qu'elles ont publié à cette occasion parce qu'il me semble que c'est très représentatif. Elles disent « L'action de notre association n'est pas soutenue ou promue dans certains espaces ou par des institutions qui, par ailleurs, nous délèguent un travail qui s'apparente largement à une mission de service public, l'accompagnement des victimes. Nous ne pouvons plus faire le travail de l'État à nos dépens.
Voilà, donc je pense que la principale difficulté, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'absence totale de l'État dans l'accompagnement des victimes et le fait pour l'État de reléguer cette mission de pouvoir public à des associations qui n'ont ni les moyens humains ni les moyens financiers pour accompagner ces victimes et qui finissent à terme par ne plus le faire du tout, par épuisement. Merci beaucoup. En vous écoutant, en 2018, en Corée, nous avons une manifestation des femmes dans le quartier de Hwewado et une manifestation à Gwanghwamun. Et on avait le slogan où c'était écrit « Pour les femmes, il n'y a pas d'État ». Et justement, concernant ces problèmes, les femmes ne sont pas protégées par l'État et je pense qu'on peut vérifier vraiment cette situation et cela m'attriste. Et maintenant, côté coréen, concernant les activités sur le terrain et les difficultés, alors Reset, qu'en pensez-vous? Quels sont les problèmes auxquels vous faites face? Donc, pour les militantes, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? La représentante de Reset ne peut pas monter sur l'estrade et cela montre en soi quelles sont les difficultés auxquelles ces militantes font face, mais plus concrètement, quels sont les problèmes auxquels vous faites face, Reset? Oui, vous avez 3 minutes. Oui, alors concernant les difficultés sur le site, donc j'ai voulu évoquer les problèmes systématiques, mais en fait, je voudrais d'abord souligner l'obligation d'être anonyme pour moi. Alors en fait, je suis obligée d'être anonyme. J'ai décidé d'être anonyme dès le début de mes activités, après avoir constaté le cas de Hans Room, mais en fait... il y avait, en fait, l'initiateur était une autre personne pour notre association, mais en fait, il avait fait une petite recherche sur le Telegram avec les mots-clés et c'était suffisant pour trouver ce genre de chat room. Et en fait, c'était vraiment des crimes commis contre les gens ordinaires, les femmes ordinaires, les youtubeuses, les influenceurs, etc. Et en fait, nous devions faire la surveillance et le suivi en cachette dans l'application Chatroom et Telegram. Et donc, nous devions être anonymes et nous ne pouvions pas remplacer le rôle de l'État. C'est pour cette raison que nous avions décidé d'être anonyme. Et jusqu'à présent, les menaces contre Reset et aussi l'infiltration par une femme dans notre association étaient toujours des essais qui ont été effectués. Et donc, il est difficile pour nous de révéler notre identité et dévoiler notre visage pour mener nos activités. Et concernant les difficultés sur le site, comme nous devions être anonymes, nous sommes attaqués à cause de cette caractéristique. C'est de leur argument, c'est si elles sont... si elles se sentent justes, si elles n'ont pas commis si elles n'ont pas aucun remords, elles doivent révéler leur identité. Si elles se sentent légitimes, elles doivent être capables de dévoiler leur identité. Et donc, nous avions encaissé des humiliations, des gros mots, des violences, etc. Et aussi, nous avions tous passé ce burn-out. C'est parce que même si on se casse nos reins pour changer la situation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Et par exemple, les policiers, les législateurs ne prennent pas l'ampleur juste de cette
vit de ces violences et aussi il pense que ce sont des dérapages personnels et cela relève de la liberté d'expression. Mais bien sûr, les libertés d'expression sont également interprétées comme une liberté de commettre un crime. Et en fait, ils mettent en avant cette liberté contre la sécurité des femmes et aussi la structure législative est aussi erronée selon une victime. Elle a été l'objet d'une diffamation selon laquelle elle est obscène et aussi elle a fait l'objet d'une diffusion d'images à caractère sexuel et alors elle a demandé à la justice comment est-ce que je dois prouver que je ne suis pas obscène, par exemple. C'est ce genre de difficulté. Oui, Sansongi. Oui, moi aussi, j'ai connu différentes menaces, notamment concernant le scandale de Ensrum. Nous avions été le secrétariat de la lutte contre le scandale de Ensrum. Et dans le cadre de ces activités, nous avons fait la surveillance de 120 chatrooms de Telegram et nous avons vu que le nombre d'utilisateurs s'élevait à 250 000 personnes. C'était un entretien que j'avais donné. Et donc, le hôte de chatroom de Telegram avait pris la capture de l'écran de mon interview et il avait accroché comme affiche sur son chatroom de Telegram et les gens partageaient plein d'insultes sur moi et en faisant le monitoring, moi-même, je suis tombée sur ce chatroom. Et nous avions connu aussi une réforme de la loi sur la punition contre les violences faites sur les femmes. Et sur le Telegram, on peut voir beaucoup de gens dire que Sansongi dit des conneries et le milieu politique a repris ses propos pour en faire la loi. Donc, on voit ce genre de discours qui existe sur le Telegram. Donc, il y a ce genre d'agression qui existe, mais la plus grande difficulté, c'est justement le backlashing qui est très, très solidaire de ces hommes-là. Beaucoup l'ont déjà dit, mais le backlashing contre les féministes et ce backlashing qui est très, très soudé, et qui crée même des associations masculinistes pour attaquer les féministes. C'est ça qui est le plus gros problème. Et lorsqu'on voit leur discours, en fait, on voit que le discours de ces groupes masculinistes sont repris par les hommes politiques. Et ils disent, en fait, que si une femme élève la voix, dans ce cas-là, on va l'agresser, on va la tabasser. Et c'est ça qui menace les femmes et c'est ça qui réduit les femmes en silence. Alice Guéraud l'a dit également. En fait, nous connaissons ce genre de difficultés, mais malgré ces difficultés, nous devons apporter une réponse. Et justement, je pense que la plus grande réponse, c'est la solidarité féminine. Quand est-ce qu'on peut élever notre voix? Quand est-ce qu'on peut apporter notre réponse? C'est de montrer une solidarité souple, organique des femmes. Et ce n'est pas juste une solidarité des femmes, c'est de réfléchir à aux fonctions de cette solidarité, c'est d'avoir une image claire concernant cette solidarité féminine. Et il faut aussi utiliser le cyberespace comme un espace pour la solidarité féminine. Merci. Est-ce que dans la salle, parmi vous, parmi les militantes, est-ce que vous avez envie de partager les problèmes auxquels vous avez fait face? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Oui. Est-ce que vous pouvez lui faire passer le micro? Bonjour.
Je suis Jean Zedine, responsable de la protection des victimes de Reset. Donc, moi aussi, je ne veux pas montrer mon visage et je vais juste vous parler sous l'anonymat. À travers le documentaire, nous avons compris qu'il y a beaucoup de violences qui sont commises contre des femmes sous prétexte que ce sont des femmes, quel que soit leur métier. Et aujourd'hui aussi, j'ai eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées contre les femmes. J'ai eu aussi des appels des femmes. Et quand on entend ces appels, on voit qu'il y a beaucoup de diffusion des images dans le cyberespace et on voit que en fait il n'y a pas de loi qui puisse sanctionner ces actes et beaucoup de gens ne comprennent même pas que ce sont des actes qui doivent être punis par la loi. Et les victimes, quand elles s'adressent à la police, souvent la police dit que comme l'image n'a pas été diffusée, on ne peut pas vous apporter une réponse. Et souvent la police dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Et lorsqu'on voit la législation, on voit qu'il n'existe pas de législation pour aider les victimes. On a envie d'attraper les agresseurs, mais la réponse qu'on peut leur dire, c'est que, en fait, quand on n'a pas de loi qui puisse punir ces gens-là, cela nous mène à un burn-out puisqu'on ne peut pas leur apporter une aide concrète. Et on l'a vu aussi dans le documentaire qu'en déposant la plainte, quand elle est allée voir la police, elle a dû expliquer pendant 2h30 comment fonctionne la plateforme Twitter. Et en fait, moi-même, j'ai fait la même expérience quand je suis allée à la police. C'est le policier me demandait comment le chatroom marche, c'est quoi le télégramme, etc. Donc, je me dis, la personne ne connaît même pas, ne comprend pas comment marche la plateforme. Est-ce que cette personne va comprendre les dégâts qui sont commis dans ce cyberespace? Est-ce que la personne aura la volonté de poursuivre ces délits? Donc, ce sont des questions que je me pose. Et on a aussi parlé de ce portail DC Inside. Et sur DC Inside, on voit vraiment qu'il y a des agresseurs, qu'il y a des harcèlements qui sont commis. Mais lorsqu'on fait des rapports sur DC Inside, dans le rapport de transparence de DC Inside, en fait, il y a beaucoup de trous et ils font semblant comme si c'était un portail très clean, mais lorsqu'on fait le monitoring de ce site, on voit qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement. Donc, il y a un décalage entre le rapport de transparence qu'il dévoile. Et sur Telegram, il y a aussi des chatrooms, non seulement sur la Corée, mais également des chatrooms de Chine. Donc, il n'existe pas de frontières en ce qui concerne ces cyberharcèlements. Plus la plateforme se développe, ce n'est pas des échanges sains qui vont avoir lieu. En fait, il y aura beaucoup plus de dégâts qui vont dépasser toute frontière. Et nous avons besoin d'avoir cette prise de conscience, et c'est ce qui nous rend pénible notre travail. Mais comme vous l'avez tous dit, si on a une bonne direction, si on a une forte volonté, je pense que nous pourrons avancer et travailler aussi sur l'alphabétisation numérique, l'alphabétisation des médias avec les établissements scolaires pour améliorer la situation et pour rendre notre travail un peu plus facile. Merci beaucoup pour le partage de vos expériences. Jusqu'à présent, nous avons discuté des violences faites aux femmes en ligne et nous avons écouté les situations et les mesures de lutte contre ces cyberharcèlements en France et en Corée. Et aussi, nous avons vu que ce sont surtout le mouvement féministe qui adresse ces enjeux au lieu, à la place de l'État.
Et aussi, nous avons écouté les difficultés, les exemples, les expériences sur le terrain des activistes. Donc, nous avons vraiment écouté et partagé beaucoup de choses entre nous avec les 5 panélistes. Et dernièrement, pardon, oui, une autre activiste dans la salle qui voudrait prendre la parole. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Enchantée. Alors, en 2015, j'ai créé Out les crimes en ligne, les crimes sexuels en ligne. Et maintenant, je dirige une firme, une société TIC. En 2021, au mois de mai, j'avais eu une réservation pour une conférence à l'université de Pohang. Et en fait, c'était annulé à cause des manifestations des groupes masculinistes. Et comme j'avais révélé mon identité. Alors, ces groupes masculinistes ont commis des violences, des cyberharcèlements contre mon compte en ligne et nous avons y fait face avec les associations féministes et nous avions fait l'expérience de nos limites et je pense que nous devrions renforcer notre solidarité entre les groupes et les mouvements féministes. Merci beaucoup. Oui, comme vous êtes une activiste qui ne travaille pas sur l'anonymat, je comprends tout à fait vos difficultés et les violences que vous subissez dans la vie réelle et dans la vie virtuelle. Et pour lutter contre ces cyberharcèlements. Mais en fait, en réalité, tous les enjeux sont tout aussi importants. Et en fait, il n'y a pas de priorité. En fait, ce serait bien si on pourrait régler tous ces enjeux à tout d'un coup. Mais pour lutter contre ces cyberharcèlements et les violences faites aux femmes en ligne, quelles seraient les mesures ou les activités qui devraient être priorisées? Je voudrais demander donc à chaque panéliste de répondre à cette question. Je vais d'abord inviter Madame Claire Guiraud de répondre à cette question d'abord. Je vous donne 3 minutes. Merci beaucoup et merci beaucoup pour toutes les prises de parole qu'il y a eu avant. C'est vraiment extrêmement intéressant de prendre connaissance de l'expérience coréenne. Et puis voilà, j'espère que nos échanges vont pouvoir aussi alimenter le combat des militantes sur place. C'est toujours difficile, évidemment, de choisir des priorités. Alors, bien sûr, ça a été dit, la question de la formation des professionnels, elle est absolument clé pour faire des lois une réalité. Et plus largement, peut-être un point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'enjeu, et ça a été dit aussi, de la bataille culturelle qui doit être menée pour arriver à une société d'égalité entre les femmes et les hommes. Contre les mouvements masculinistes qui sont extrêmement violents. Alors c'est vrai qu'en Corée du Sud, particulièrement, les mouvements masculinistes ont l'air d'être particulièrement virulents, mais c'est aussi une réalité en France sous d'autres formes, et globalement, c'est une vraie tendance partout dans le monde. Et je pense que du coup, c'est absolument prioritaire de lutter contre ce qui fait le terreau de ces mouvements masculinistes, c'est-à-dire la culture sexiste et notamment les stéréotypes, et lutter contre ça dès le plus jeune âge par l'éducation à l'égalité à l'école. Ça me semble être vraiment un espace clé pour structurer des générations futures qui ont une autre vision de la place des femmes et des hommes dans la société. Donc en France, on a une politique qui prévoit en théorie 3 séances chaque année à l'école d'éducation à la sexualité et à l'égalité.
Dans la réalité, on sait que ce n'est pas tout à fait mis en œuvre, mais en tout cas, l'intention est là. Et je pense que c'est d'autant plus important avec la question, l'explosion de la pornographie et de l'accès des très jeunes à la pornographie. En France, on sait qu'à 12 ans, il y a déjà un enfant sur 3 qui a eu accès à des images pornographiques. Et je pense que c'est un enjeu vraiment essentiel. Il y a des actions des militantes féministes qui ont commencé à attaquer les producteurs de films pornographiques et qui ont d'ailleurs obtenu déjà la mise en examen pour viol et proxénétisme aggravé d'un certain nombre de producteurs. Et je pense que sur cette question de la pornographie et d'un sujet un peu connexe qui est la prostitution, je pense que c'est un sujet important. Et d'ailleurs, si le documentaire s'appelle Sale pute, c'est pas un hasard parce qu'effectivement, cette insulte de pute, c'est vraiment une insulte qui est au cœur du système du sexisme et du patriarcat. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à changer de regard sur la prostitution. Donc la France, depuis 5 ans maintenant, a adopté ce qu'on appelle le modèle abolitionniste, c'est-à-dire que les personnes prostituées sont considérées comme des victimes de violences sexistes et ne sont plus pénalisées. Et à l'inverse, la responsabilité est mise sur les consommateurs, donc, et les personnes qui profitent, donc les proxénètes et également les clients. Et je pense qu'il y aurait vraiment ici une voie notamment de coopération entre la France et la Corée extrêmement importante, parce que je crois que ce modèle abolitionniste de la France, que la France a adopté à la suite de la Suède, de la Norvège et d'un certain nombre d'autres pays qui sont plutôt exemplaires en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, pourrait être, je pense, très éclairant et permet de faire vraiment un changement de paradigme sur cette question des violences sexuelles contre les femmes. Voilà pour. Ensuite, Alice Guéraud. À votre avis, quelle est la réponse la plus qu'on doit attendre, qui est la plus urgente? Je suis d'accord avec ce que vient de dire Claire Guiraud sur l'importance de l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons. Moi, je voudrais insister plutôt, comme je l'ai déjà fait, sur l'urgence de rappeler qu'Internet n'est pas une zone de non-droit et que la loi protège les victimes. Alors, j'ai bien compris qu'en Corée, ça n'était pas encore le cas. Donc, effectivement, votre urgence première, c'est de faire modifier la loi pour qu'elle puisse protéger les victimes. En France, c'est vrai qu'on se dit qu'en fait, c'est même pas suffisant puisque la loi existe et depuis de nombreuses années, mais elle ne suffit pas à protéger les victimes. Parce qu'on observe, on l'a vu dans le documentaire, des dysfonctionnements très importants dans l'accueil et la prise en charge des victimes dans les commissariats et les gendarmeries. Et pour autant, les violences faites aux femmes en ligne sont encore trop banalisées. On parlait du faible nombre de plaintes tout à l'heure. En 2018, on a eu seulement en France 2500 plaintes déposées pour atteinte à la vie privée par diffusion d'images à caractère personnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le revenge porn. 2500 plaintes déposées et 50 fois moins de personnes condamnées. J'ai eu l'occasion de discuter avec des militantes du collectif Stop Ficha qui accompagnaient des victimes au commissariat et elles m'ont rapporté les propos des policiers au moment où les jeunes femmes venaient déposer plainte. Donc, c'était du « pourquoi t'envoies des photos comme ça ?» Mais tu les avais envoyées, oui ou non, ces photos. On assiste donc à une culpabilisation des victimes qu'on retrouve de manière générale pour les viols, les agressions sexuelles et qui constitue la culture du viol et la culture sexiste qu'a mentionné Claire Guiraud. Et je crois que si on veut vraiment avancer sur cette question-là et permettre aux femmes d'être reconnues comme victimes, il faut absolument déconstruire la méconnaissance du phénomène des cyberviolences par les forces de l'ordre. Donc, il faut effectivement les former, alors aussi bien concernant les formes et les manifestations des cyberviolences, on en a parlé, mais aussi les outils numériques utilisés, que ce soit Telegram, Snapchat, etc. Si les jeunes femmes se présentent face à des policiers qui n'ont pas la moindre idée des applications qu'elles utilisent et qui considèrent en réalité qu'en fait c'est quand même un peu de leur faute, qu'elles l'ont bien cherché et puis que de toute façon elles n'ont qu'à quitter ces applications, on ne s'en sortira pas. Donc une recommandation, former les professionnels et surtout les forces de l'ordre pour que les femmes soient enfin reconnues comme victimes.
Merci beaucoup. Donc, augmenter la compréhension sur les outils numériques et dire que le cyberespace n'est plus maintenant un espace de non-droit. Merci. Ensuite, côté coréen, Kim Jong-hee, s'il vous plaît. Pour vous, quelle est la réponse la plus urgente? Oui, donc plus en écoutant les propos, alors plus je me rends compte de l'autorité infime de la police dans le cyberespace. Alors en fait, si on entre dans les lois de punition, ça devient trop complexe. Donc je voudrais aborder la nécessité des efforts publics et privés donc pour la lutte contre les cyberharcèlements. Et je pense que ce genre des efforts médiatiques comme ce documentaire peut être très efficace. En fait, il faut aller au-delà des efforts individuels. Il faut savoir solidariser ces efforts pour que ces mesures puissent être vraiment efficaces. Je voudrais parler de la plateforme aussi. En fait, il faut prendre une nouvelle conscience de la responsabilisation des plateformes. Et c'est la discrimination et en fait ces plateformes deviennent le canal de la diffusion, de l'amplification de la haine basée sur la discrimination. Et donc il faut vraiment mener une sensibilisation et prendre une conscience juste du rôle des plateformes. Et bien sûr, il en existe qui met en œuvre des procédures de modération actives et qui disposent des règles de sanctions contre les cyberharcèlements, mais pour la plupart des plateformes, ces règles ne fonctionnent pas vraiment. Et aussi, les harcèlements contre les hommes sont tout de suite sanctionnés. Mais si c'est à l'égard des femmes, ils mettent du temps. Ils prennent leur temps. Et donc, la structure de la discrimination agit à enfreindre le fonctionnement de cette procédure de modération. Donc, je pense qu'il faudrait des mesures pour obliger le fonctionnement de ces règles. Et aussi, qu'est-ce qui décide l'opinion publique? Il ne relève pas uniquement des choix des utilisateurs, mais aussi cela dépend des algorithmes. Les algorithmes ne sont pas toujours objectifs et automatiques. Et en fait, une femme coréenne IA, en fait, une femme IA offrait des services en ligne et en fait, quelques moments après, c'est fermé. Et en fait, si les algorithmes peuvent inciter à la haine et à la discrimination, il faut savoir agir contre ces algorithmes et donc il faut corriger la structure biaisée de ces algorithmes en faveur de la discrimination ou la haine. Sosong-hee? Oui. En guise d'au revoir aussi, j'aimerais vous dire que pour moi aussi, c'était un moment très précieux pour moi puisque j'ai pu écouter ce qui se passait en France et je vois que nous partageons une situation similaire. Et lorsqu'on travaille justement dans le cyberharcèlement, on n'a pas beaucoup de lieux pour parler des cyberharcèlements en dehors de ces images filmées par des caméras espions. Et j'aimerais partager ce qui a été dit dans cette salle avec mes collègues de mon centre. Et je pense qu'on pourra plus approfondir le débat. En ce qui concerne la réponse face à cette violence, je ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule réponse. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Il faut d'abord modifier la loi ou créer une nouvelle loi pour punir les violences faites aux femmes. Pour l'instant, nous n'avons que l'article 13 de la loi sur les télécommunications concernant la gestion des images illicites. Et j'espère que après 2021, 2022, 2023, concernant les actes commis dans le cyberespace, j'espère qu'il n'y aura plus ce vide juridique
Et nous aurons une loi qui puisse protéger les victimes des violences en ligne. Et il existe des sites, il existe des chatrooms, il existe des plateformes qui gagnent de l'argent à travers des discours de haine contre les femmes. Et il faut que ces plateformes ne soient pas juste réglementées par l'État, il faut que ces plateformes deviennent responsables de leurs activités. Et nous avons besoin également aussi d'adopter une approche culturelle. Et comme l'a dit Kim Jong-hee, il faut encore plus rendre public ce débat et pulvériser ce discours de haine. Et je pense que c'est ça la direction que nous devons suivre. Et à travers ce processus, nous avons besoin de bâtir une nouvelle citoyenneté en ligne. Encore une fois, merci de m'avoir invité pour ce débat. Oui, merci beaucoup. Représentante de Reset, je ne peux vous donner que 2 minutes, je suis désolée. Oui, je vais être courte. Alors, comment on peut déraciner les cyberharcèlements? C'est une question qu'on me pose très très souvent. À chaque fois, je leur dis la philosophie, en fait, le dessin, la signification de non, reset, en fait, ça veut dire re-exploitation on Telegram. En fait, ce qui veut dire, c'est rétablir la sécurité des femmes dans le cyberespace. Alors, donc, pour lutter contre ces cyberharcèlements, c'est tout simple. Il suffit de reconnaître les femmes comme les êtres humains en tant que tels, et il faut former les professionnels et les gens ordinaires que ce sont des êtres humains. Il ne faut pas commettre des crimes contre elles, il ne faut pas commettre des cyberharcèlements contre elles. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors tout à l'heure, Madame avait dit donc le boycott de sa conférence dans ces universités polytechniques de Pohang. Et en fait, elle a voulu faire une conférence sur la prise de conscience sur les cyberharcèlements. Alors, les étudiants hommes se sont rebellés sur le fait que la conférencière était une féministe. Alors, ils ont mobilisé un mouvement sur ce site DC Inside pour boycotter cette conférence. Alors, ils ont demandé donc l'annulation de cette conférence et l'université l'a accepté. Et l'année dernière, après avoir la révélation de ce room, et ils se sont déplacés de Telegram et à Discord, et ils ont tout de suite créé plus de 100 chatrooms et les contenus publiés étaient plus de 300 000. Alors bien sûr, il doit y avoir des mesures sanctionnaires, mais en fait, il faut prendre conscience de la réalité, c'est que les cyberharcèlements sont ancrés dans la société coréenne. Alors, il faut passer à l'étape suivante, il faut unilatéralement ouvrir des formations dans toutes les institutions publiques et dans les établissements scolaires, et également auprès des opérateurs de télécommunications. Et en fait, il ne faut pas sacrifier les femmes au profit de ces de ces opérateurs de télécommunications. Et en fait, il faut ce genre d'effort pour aller vraiment traiter à la racine ces cyberharcèlements. Merci beaucoup. Je regrette qu'on n'ait pas plus de temps. On aurait pu échanger encore plus, mais malheureusement, nous avons déjà dépassé le temps et nous avons beaucoup échangé sur la violence faite aux femmes en ligne, la situation de la France et de la Corée, la cyberviolence, le cyberharcèlement. En fait, c'est
La réalité de notre société, c'est le résultat de la discrimination, le résultat de la violence commise dans notre société. Et pour régler cette situation, nous devons éradiquer la violence qui existe dans notre société. Et le rôle des plateformes est très important car nous avons besoin de rendre responsables les plateformes. Et pour ce faire, nous devons travailler plus, nous devons avoir la solidarité entre les femmes, entre les activistes. Le débat d'aujourd'hui nous a permis de faire un premier pas pour la solidarité internationale. Je pense que la Corée et la France ont ouvert cette petite porte et ont fait le premier pas vers la solidarité internationale. Nous allons terminer ainsi le débat. Et encore une fois, tous mes remerciements à Claire Guiraud et Alice Guiraud qui nous ont rejoints en virtuel. Tous mes remerciements pour Kim Jong-il, Seo Seung-hee et représente de Reset, et aussi au public qui nous a suivis ici en salle et aussi en ligne. Et je tiens à remercier également le service culturel de l'ambassade de France ainsi que le KWDI pour l'organisation de ce débat. Merci beaucoup.